Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce quatrième webinaire de la recherche Codev-Action. Dans ce webinaire, nous recevons 3 personnes expertes du co-développement professionnel. La première se nomme Renée Saint-Cyr, elle est détentrice d'une maîtrise en psychopédagogie. Elle a occupé différents postes de direction en planification stratégique. Elle anime des groupes de co-développement depuis 2002 et forme des animateurs en Belgique depuis 2016. Elle vous entretiendra sur l'implantation des groupes de co-développement en lien avec les objectifs stratégiques organisationnels. Ensuite, Martine Leblanc, travailleuse sociale et coordonnatrice clinique au CIS de Laval et participante à la première recherche, vous donnera ses trucs et astuces pour assurer la pérennité des groupes de co-développement. Enfin, Maxime Paquet, psychologue et professeur adjoint au département de psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal et co-chercheur principal de la recherche, nous partagera ses conditions gagnantes pour mettre en place un groupe de co-développement virtuel. Je vous souhaite bon visionnement. Bonjour. Bon matin estival, en fait. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de m'entretenir avec des personnes concernées, impliquées, engagées dans le co-développement. C'est une communauté importante. Donc, ce qu'on m'a demandé, moi, de regarder ce matin, c'est l'implantation d'un groupe de co-développement professionnel, avec bien sûr des incontournables, dont celui le plus important dont Marie-Josée parlait, qui est l'alignement, en fait, avec la direction et les orientations stratégiques. Donc, implanter un groupe de co-développement professionnel, c'est bien évidemment un processus qui va varier, qui va s'adapter, dépendant si on est dans une organisation publique, privée, grande, petite, communautaire, etc. Mais à mon sens, il reste qu'on a des incontournables et je vais en traiter 3 ce matin. Des incontournables si on veut vraiment avoir un succès, avoir une pérennité aussi dans nos groupes, avoir une reconnaissance du travail de nos groupes de co-développement professionnel. Alors, premier incontournable pour moi, à mon avis, quelle que soit l'organisation dans laquelle on va intervenir, c'est l'appui de la haute direction. Et quand je dis la haute direction, bien évidemment, ça peut être un président, un sous-ministre, ça peut être une coordonnatrice dans un organisme, un coordonnateur ou une coordonnatrice dans un organisme communautaire. C'est évidemment, quand je dis haute direction, je parle du plus haut niveau possible dans l'organisation, compte tenu de votre projet puis compte tenu de la structure chez vous aussi. Et quand on dit appui de la haute direction, ça ne veut pas dire seulement l'autorisation, une décision administrative qui est passée au comité de gestion ou au comité de direction. C'est déjà important. Mais à mon sens, ça demande plus que ça. Ça demande un appui réel, un appui solide. Et ça suppose une compréhension de l'approche. Ça suppose qu'on comprenne de quoi on parle, qu'on comprenne pourquoi on fait ça et qu'on comprenne, bien sûr, ce que ça va donner, ce que ça va rapporter. Quand on est responsable d'une organisation, où on sait qu'actuellement, dans toutes les organisations, il y a des enjeux énormes. La planche à dessin est pleine de dossiers pour quel que soit le dirigeant. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de choses que si on veut vraiment avoir un appui, il faut que les bénéfices, il faut que les retombées, les impacts pour l'organisation soient bien mis en évidence, bien clairs. Bon, c'est quoi les bénéfices? Si vous avez animé des groupes de co-développement ou participé, vous êtes en mesure d'avoir vu les bénéfices en termes de les retombées, en termes de concertation, en termes de solutions créatives à des enjeux complexes, en termes d'efficacité, d'enlever les silos. Il y en a une multitude. Si jamais vous n'avez pas encore participé à des groupes, ne serait-ce que de prendre le livre soit de Payet de Champagne ou de Nathalie Sabourin, mais ça vous prend un argumentaire. Ça vous prend quelque chose qui va dire à l'organisation, OK, ça a l'air intéressant votre projet, mais c'est pas juste intéressant, c'est pas juste une mode, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va nous être utile, qui va contribuer à plus d'efficacité, à plus de productivité, à plus de résultats dans notre organisation.
Et ce qui va vous être utile aussi, si vous pouvez avoir au niveau de la direction, peut-être pas le plus haut dirigeant, mais un des dirigeants, quelqu'un qui est crédible, qui a de l'influence, qui est convaincu de cette approche-là. Et en général, quelqu'un qui a vécu l'approche ou qui la connaît, on est vite convaincu. On sait très bien, à partir du moment où on participe, où on voit, ou même quelqu'un nous parle d'avoir participé à un groupe de co-développement, à quel point cette approche-là est puissante, à quel point elle est utile, à quel point elle est transformatrice. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable, qui est convaincu de ça et qui est capable de faire cette promotion-là, ça fait une grande différence dans l'implantation. Deuxième chose, et c'est dont Marie-Josée parlait, c'est qu'on veut que ce projet-là soit pas juste une mode, soit pas juste un projet sympathique, intéressant, mais qui se raccroche à rien. Parce que si ça se raccroche à rien, si c'est juste le fun, ben ça ne durera pas, puis ça ne sera pas reconnu et ça n'amène pas les mêmes résultats. Donc, on veut vraiment que ce soit aligné, que ce soit en cohérence avec les orientations, les valeurs de l'organisation, les priorités de l'organisation, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau tactique ou au niveau opérationnel, mais il faut que ça se raccroche vraiment à ce qui est important, à la raison d'être, quelque part, ultimement, de l'organisation. Donc, si on est actuellement en projet de grande transformation organisationnelle, de redressement, bien, la question à se poser, c'est où est-ce que mon projet de groupe de co-développement professionnel se situe ou peut se situer? À quel moment, dans quel aspect? Comment mon projet peut contribuer à faciliter la transformation organisationnelle? Même chose si dans une organisation, on a vraiment des enjeux ressources humaines, des problèmes de mobilisation, de rétention du personnel, de conflits de travail, ou si l'entreprise a décidé d'implanter un programme d'entreprise en santé, par exemple, que vous connaissez peut-être. Comment mon groupe de co-développement professionnel peut se rattacher à ça? Comment il peut se situer là-dedans? Comment il peut servir dans tout ça? Donc, il faut se poser la question. Il faut être capable, dans l'argumentaire notamment, mais dans la réalité du groupe, il faut pouvoir se dire qu'on est quelque part dans ça. Ça peut être des priorités tout à fait opérationnelles aussi, même dans le quotidien. Ça peut être en termes d'amélioration de service à la clientèle, de trouver des solutions plus intéressantes, plus efficaces, plus créatives, plus innovantes. Ça peut être harmoniser des traitements de dossiers. On n'est pas dans du lead, on n'est pas dans de l'amélioration de processus, mais on peut aussi le faire. Le groupe de co-développement peut aussi s'intégrer dans ça. Je pense par exemple, l'exemple à la CSST, quand on a voulu harmoniser les dossiers de réadaptation, des conseillers en réadaptation des travailleurs. L'approche de co-développement a été très utile. Ça, c'est vraiment un niveau quand même opérationnel. Même chose pour des enjeux de santé, sécurité du travail, trouver des solutions créatives, innovantes, des enjeux environnementaux qui n'en a pas. Alors, c'est uniquement des exemples pour vous dire l'important, c'est de se rattacher, c'est d'arriver vraiment à trouver une façon que le groupe de co-développement ne soit pas quelque part dans l'organisation, mais vraiment aligné et en contribution. Troisième incontournable, je m'excuse pour ma voix, hein, je suis un peu... je disais à Marie-Josée, j'ai une voix de chanteuse de bar enfumée de ce temps-là, mais c'est plus très à la mode. Heureusement, il n'y a plus de bar enfumé, mais j'ai quand même la voix rauque. Alors, je dois trop parler. L'autre incontournable, donc, au niveau du choix des participants, il y aura sans doute à l'intérieur de votre implantation une sorte de plan de recrutement. Les participants peuvent être volontaires, c'est bien, c'est tant mieux, mais ils peuvent être aussi choisis, proposés par leur supérieur immédiat. C'est bien aussi. L'incontournable là-dedans, c'est qu'on ait des participants engagés. Des participants qui sont capables de dire « OK, je m'embarque là-dedans, je m'engage, je m'implique et j'accepte, je comprends qu'une des règles du jeu, justement, c'est d'accepter de m'engager, de m'impliquer dans la démarche et de rester,
de trouver du temps dans mon agenda, aussi simple que ça parfois, mais aussi simple et aussi compliqué, mais des participants qui vraiment sont engagés, puis ça, vous devez vous assurer de ça. On dit souvent des participants d'un même niveau, que ce soit direction, gestion, professionnel, technique, peu importe le niveau, mais on dit pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de co-développement au niveau gestionnaire et pendant plusieurs années d'ailleurs, un groupe très pérenne. Et il y avait niveau, moi j'étais au niveau directeur, mais il y avait aussi niveau gestionnaire, donc deux niveaux différents mais proches, mais on s'était assuré qu'il n'y avait pas non plus patron et employé, il n'y avait pas un lien direct. Cependant, les gestionnaires parlaient parfois de leurs patrons qui étaient les collègues des autres directeurs qui étaient là. Et à chaque fois, c'était « ouais, mais c'est la confidentialité, c'est extrêmement important ». Mais c'est vrai, et c'est extrêmement important, mais c'est toujours délicat. Et vous évitez ce problème-là quand vous êtes vraiment dans des gens de même, dans des groupes, des participants dans votre groupe qui sont de même niveau, pour éviter ce genre de situation et aussi pour que les gens aient des enjeux semblables. Qui intègrent le co-développement dans leur propre développement. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que c'est important que ce soit aligné avec les priorités de l'organisation, mais on est des humains aussi, on travaille pour des organisations, mais on veut que ce qu'on fait, ce à quoi on contribue, ait du sens aussi pour soi-même. Alors, donc, les participants, non seulement trouvent du sens pour leur organisation, pardon, mais réalisent aussi, ou vont réaliser en tout cas, que le co-développement leur permet de se développer personnellement, que ce soit de mieux se connaître, que ce soit de développer des habiletés d'écoute, que ce soit des habiletés créatives, de questionnement, etc. Il y a toutes sortes au plan personnel, on se développe beaucoup dans un groupe de co-développement. Il y a des enjeux aussi, c'est parfois exigeant, mais on sait à quel point c'est riche. Et même chose au plan professionnel, les participants vont aussi trouver dans le groupe un sens pour leurs enjeux professionnels, de leur propre rôle, de leur propre unité administrative, de leurs enjeux actuels, et ça amène aussi un développement professionnel. Autant on a demandé un appui de la haute direction, ben c'est très, très important aussi que chaque participant ait l'appui de son supérieur immédiat. Que le supérieur immédiat soit aussi ait aussi un niveau de compréhension de ce qu'est l'approche, de ce que ça suppose, du temps que ça va demander, des retombées aussi. Là aussi, il y a une sorte d'argumentaire à avoir. C'est extrêmement important aussi. Ça amène aussi un rayonnement dans l'ensemble de l'organisation. Mais là, j'ai mis post-scriptum, attention, confidentialité. Parce que tant les hauts dirigeants que le supérieur immédiat, étant au courant de votre démarche, que vous avez dit à quel point c'était riche, qu'il y avait des retombées, que c'est bon, vont vous dire, OK, maintenant, vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? C'est quoi les impacts et tout? On veut des réponses puisqu'on vous a donné des appuis. Et bien là, la confidentialité, c'est votre limite. Vous ne pouvez jamais jouer là-dessus. C'est vraiment une limite à respecter, à ne jamais franchir, d'aller au-delà. Donc, c'est avec les participants de votre groupe, à mon sens, que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez dire. C'est très possible de faire un rapport d'avancement sur des thèmes globaux, il y a moyen de faire des rapports d'ordre général qui vont être aussi satisfaisants pour les demandeurs, mais qui vont respecter à tout point de vue la confidentialité des contenus, des interactions et des échanges. Alors voilà, il y a d'autres incontournables, bien sûr, vous allez sûrement en trouver de votre côté, mais c'est ce que je voulais vous dire ce matin et je vous souhaite le meilleur des succès dans cette implantation. Voilà, merci. Marie-Josée? Oui, j'activais mon micro. C'est bon. Merci beaucoup, Renée, de cette belle présentation.
Maintenant, on va voir, je vous invite en fait à peut-être noter vos questions si vous en avez pour René, puis on va revenir à la fin des deux autres présentations là, pour les questions. Donc, on va passer avec Martine qui est ici à côté de moi. Bonjour tout le monde. René, je vais éteindre ton micro. Ah, parfait, c'est bon, c'est fait. D'accord, donc je laisse la parole à Martine pendant que je vais partager notre écran. Bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Martine Leblanc et puis je vais vous parler de la pérennité des groupes. Alors, selon mes observations, moi, j'ai animé un groupe au CIS de Laval de coordonnatrice clinique pendant 4 ans. Alors, le groupe est toujours en cours et j'ai fait partie de la première recherche au niveau du co-développement. Donc, si je vous parle un petit peu de mon expérience de travail, moi, en réalité, je travaille avec aux services sociaux généraux dans le programme Santé mentale adulte du CIS de Laval. Et puis, je fais des suivis individuels. J'anime aussi des groupes d'aide mutuelle et j'anime des groupes de développement. Donc, en contexte par rapport à mon organisation, bien, je vous dirais que la direction est vraiment porteuse de ce dossier-là au niveau du CIS de Laval. Le groupe de co-développement est vraiment important. Il fait partie du plan stratégique de la direction. Donc, il y a plusieurs groupes de co-développement qui sont en branle au CIS de Laval et c'est appuyé par la DSM aussi chez nous. Alors, ça fait partie dans ce tout-là. Et si je vous parle un petit peu de pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que mon groupe est devenu pérenne avec ces années? Alors, je vous fais part un petit peu de mes observations. Donc, tout d'abord, ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon groupe, le brise-glace, toutes les activités du début de la rencontre étaient favorables. Alors, le brise-glace, c'est une activité qui permet un petit peu de se connaître. Et puis, j'ai remarqué que c'est important de bien le choisir, le brise-glace, surtout au début des suivis où les gens ne se connaissent pas beaucoup. Et le brise-glace permettait de plus se connaître, mais en même temps, de développer aussi des compétences parce que les gens, au début, sont un peu figés, ils ne se connaissent pas. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les gens développent du soutien, puissent s'entraider. Alors, dans mon choix de brise-glace, j'essayais de favoriser ça. Et aussi, bien, le brise-glace favorise la créativité. Ce qu'on veut, c'est que les gens sortent de leur cadre habituel de travail. C'est drôle parce que le co-développement, c'est une façon de faire qui est par étapes un peu plus structurée, mais en même temps, on dirait que cette structure-là peut permettre de la créativité. Alors, le brise-glace, on veut vraiment installer ça. Et aussi, bien, ça permet de couper du rythme de travail habituel parce que notre façon de faire habituelle dans notre travail, c'est qu'on est dans nos habitudes, peut-être qu'on réfléchit un peu moins parce qu'il y a un rythme un peu plus accéléré. Et ce qu'on veut, c'est vraiment d'installer un climat de réflexion, un climat d'écoute, d'entraide, et le brise-glace permet vraiment ça. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je faisais au début de chacune des séances un retour sur la séance précédente. Comme animatrice, j'ai été vraiment encouragée à observer qu'est-ce qui se passait au niveau du processus de groupe. Alors, ce qu'on veut dans les groupes, hein, c'est qu'il y ait de l'entraide, c'est que les gens aient envie de venir au groupe. Alors, moi, c'était vraiment mon objectif au début de la séance. Donc, si je vous donne un exemple, je disais aux participants, ben moi, ce que j'ai remarqué à la dernière séance qu'il y avait un début de soutien entre vous. Ben aujourd'hui, si vous voulez, on va continuer dans ce sens-là. C'est ce qu'on veut qu'il se passe ici dans le groupe de co-développement. Donc, mon but, c'était vraiment de modeler le groupe pour en arriver à ce qu'il y ait du soutien. Et je trouvais que ces retours sur les séances précédentes permettaient ça. Alors, si je continuais au niveau du respect du cadre, moi, je pense que c'est une composante importante dans le co-développement qui a permis que mon groupe perdure parce que ça permet vraiment d'approfondir le sujet. Alors, ça évite les confrontations entre deux personnes et puis ça permet vraiment de focusser sur le besoin du client. C'est lui qui reste au cœur de nos échanges. Puis, ces étapes-là du co-développement, ça permet aussi qu'il y ait une meilleure écoute, qui est une réflexion sur soi, sur l'autre et puis sur la pratique. Puis, bien, ça permet aussi un buffet d'idées. Alors, au lieu d'argumenter entre nous,
ben là, on est en train de réfléchir, une autre personne peut donner une autre idée, puis tout ça permet un approfondissement qui se fait moins dans des échanges habituels où on va un peu plus se confronter ou parler de soi ou peut-être perdre le focus. Ben moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le groupe répondait à un besoin de mes participants. Alors, c'est ce qui a fait qui est pérenne. Les participants étaient vraiment volontaires, engagés, motivés. Au début des rencontres, on s'assurait que les gens s'engagent à ce groupe-là, sans que ce soit non plus très, très, très restrictif, mais les gens avaient envie d'être là et savaient que c'était important de venir aux rencontres. On leur nommait que c'était important pour le groupe aussi, parce que s'il se met à manquer plusieurs personnes, bien, le groupe ne sera plus pareil, le buffet d'idées va être différent et bien, le groupe va être moins nourrissant aussi. Alors, les participants aussi, bien, j'ai remarqué qu'ils avaient vraiment besoin de soutien. Dans notre organisation, les coordonnateurs cliniques n'ont pas beaucoup de soutien et c'est un rôle quand même assez exigeant et je ressentais le besoin de soutien autant intellectuel qu'affectif de la plupart des participants. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'était des professionnels qui avaient envie de partager. Alors, de ne pas rester seuls dans leur coin, qui avaient envie de contribuer, d'aider. Alors, parce que, évidemment, un groupe, c'est pas juste centré sur soi, mais c'est aussi comment on peut contribuer. Et puis ça, bien, on en a vraiment discuté entre nous ici au début des rencontres. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'intention est importante. Donc, autant de l'animatrice que de l'organisation. L'organisation, je vous en ai parlé un peu plus tôt, était vraiment porteur du dossier. Mais de l'animatrice, j'ai remarqué que l'animatrice, c'est important qu'elle ait confiance en la force des participants, mais aussi confiance au processus de groupe. Confiance qu'il y a quelque chose qui va se développer entre ces participants-là. Parce qu'au début, bon, les gens sont un peu figés, c'est pas nécessairement toujours clair qu'il y a une chimie qui va se développer, mais c'est important d'y croire, nous, et d'avoir aussi la joie de partager avec ces gens-là. Donc, d'être porteur d'un genre d'amour de ce groupe-là, déjà en partant, et je pense que ça a un effet de contamination. Et aussi, l'animatrice, c'est important qu'elle soit curieuse de ce qui se passe, curieuse de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le groupe pour pouvoir y revenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est des composantes importantes. Et puis, bien, c'est sûr que l'animatrice, moi, je pense que son intention d'être vraiment positionnée comme une animatrice, ça a son importance, ça reste comme ça, campée dans son rôle de guide, de soutien, pour amener le groupe là vers où elle veut l'amener, pour qu'il y ait du partage, de l'entraide. Alors, je vous dirais aussi que j'ai remarqué que l'engagement des participants était quelque chose de très, très important. Alors, les règles de groupe ont déjà été décidées par les participants au tout début. L'animatrice a aussi ajouté son grain de sel, mais les participantes étaient tous d'accord pour que certaines règles soient appliquées. Donc ça l'a aidé. Évidemment, des fois, quand ça fait 4 ans, il y a des gens que la motivation peut baisser à certains moments et c'est important à ce moment-là que on en rediscute ensemble. Hein? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse un petit peu s'entendre sur des façons de faire différentes? Ou tout d'abord, ça fait un rappel, hein? Parce que des fois, des longs engagements comme ça peut être difficile à tenir, surtout dans le contexte de nos organisations. Et moi, j'ai remarqué que ça avait un effet, juste le fait que ce soit nommé. Et moi, comme animatrice, ça me rassurait que ben c'est pas parce qu'il y avait un désintérêt nécessairement ou que les façons de faire n'étaient pas adéquates. Alors, juste le fait que ça soit nommé, ben, ça stimulait la motivation. Et aussi, ben, moi, j'ai remarqué que les participants priorisaient les séances aux autres activités dans leurs agendas. Et puis, il y en avait plusieurs qui partageaient « Ah, ben moi, aujourd'hui, je serais pas venue, j'ai failli pas venir, mais finalement, à la fin de la rencontre, je me rends compte que c'est tellement important, je peux pas venir. » Alors ça, je l'entendais souvent au tout début. Et puis, ben, je pense que par la suite, c'est comme un peu quand tu vas au gym. Au début, c'est difficile. Tu n'es pas toujours sûr que tu vas tenir le coup. Puis quand tu as mis cette habitude-là dans ta vie, ben, ça fait partie de toi. Tu ne peux plus t'en passer. Alors, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à long terme. C'est au tout début que c'est important d'installer les choses pour qu'il y ait un certain engagement. Ce que je vous dirais aussi, c'est que, évidemment, il y a eu des départs, quand même quelques départs à la suite de la recherche de 2 ans. Et puis, à ce moment-là, on a vu vraiment avec notre groupe la possibilité d'intégrer d'autres participants pour l'année suivante. Et le groupe, moi, je trouvais que c'était important d'avoir l'accord de notre groupe pour cette intégration-là.
chose qu'ils ont accepté. Et puis, que ces nouveaux participants-là, on les a rencontrés en individuel, puis on leur a remis une pochette parce que nous, on remettait une pochette aux participants. Puis, c'est comme un prix groupe qu'on faisait avec ces nouveaux participants-là pour leur parler un petit peu de comment le groupe fonctionne, des étapes du co-développement, mais aussi de leur expérience dans le groupe, dans des groupes, et puis de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, eux, à ce groupe-là. C'est quoi leur motivation? C'est quoi, comment ils veulent contribuer? Alors, ça, je prenais le temps de voir ça avec ces nouveaux participants-là. Et puis, à ce moment-là, quand ils venaient à la première rencontre, ben ils étaient déjà un peu plus prêts. Et puis, à ce moment-là, les règles étaient revues. Et puis, ils pouvaient ajouter aussi leur grain de sel là, en tant que nouveaux membres de ce groupe-là. Donc, ça fait un petit peu le tour. Ben, c'est tout pour moi. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Martine. Donc, je vous invite toujours à noter vos questions pour Martine si vous en avez, ou vous pouvez les inscrire dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont lancés. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Maxime qui va pouvoir partager son écran avec nous pour nous parler du co-développement en virtuel. Donc, quelles sont les conditions à mettre en place pour que le co-développement se déroule bien de façon virtuelle? Bien le bonjour à tout le monde. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de l'aspect virtuel. Pour compléter rapidement là, ma présentation plus tôt, ça fait depuis 2008 que j'anime des groupes de co-développement puis que je m'implique là, dans le grand monde du co-développement. Et l'expérience que je vais vous parler aujourd'hui, c'est sans prétention. C'est lorsque j'étais dans le réseau de la santé au Service québécois d'expertise en troubles graves de comportement. J'ai eu une double responsabilité. La première était d'aider l'équipe à trouver le bon médium pour être capable de faire à la fois des webinaires, des réunions à distance, des formations à distance aussi. Puis vous allez me voir venir. Le groupe de co-développement professionnel, après tout, ça peut être vu aussi comme un petit groupe, une petite réunion. Et puis j'en ai animé pendant environ 2 ans. Des groupes, à deux niveaux. On avait un groupe de gens qui étaient gestionnaires, des coordonnateurs en troubles graves de comportement et puis des spécialistes en troubles graves de comportement. Puis dites-vous que ces personnes-là étaient saupoudrées dans chacun des 6 ISIUS de la province. Donc, j'ai eu à animer des rencontres de co-développement qui étaient parfois hybrides, c'est-à-dire des gens autour de la table avec moi et d'autres personnes à distance, ou des rencontres complètement à distance. Fait qu'on va faire le tour là, des différentes conditions ensemble à mettre en place. Comme je vous disais, c'est sans prétention, c'est vraiment une question d'expérience de mon côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vais vous donner, surtout les 2 premiers points, ça peut vous permettre là, de vraiment sécuriser vos rencontres pour qu'elles soient plus fonctionnelles, qu'il y ait davantage d'impact, que ce soit plus convivial, plus plaisant. Fait que ce que je vous invite à faire aussi, c'est que si vous voulez, vous pouvez prendre des notes de tout ce que je vais vous raconter, mais ça me fera plaisir par la suite, là, si jamais vous voulez différents détails sur les points que je vais vous amener, bien, entrez en contact avec moi, évidemment. Je vous dis ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, puis vous allez voir, il y a quand même là, plusieurs choses à vérifier, mais un coup que c'est fait, c'est fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 premières conditions de succès. Il y a l'aspect du choix de la technologie que vous allez utiliser. Le choix, la fiabilité de cette technologie-là en fonction de vos conditions. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect des règles que vous allez pouvoir mettre en place dans votre groupe, puis aussi l'engagement de votre groupe. Et puis finalement, il y a tout l'aspect aussi en termes d'animation vous-même, vous faire confiance, vous adapter, puis c'est quoi vos objectifs là, derrière tout ça. Donc, on va se concentrer sur ces 3 conditions de succès-là. Puis à la fin, je passerai peut-être 2 minutes là, à vous lister quelques avantages parce que on pense souvent aux embûches de faire du virtuel, mais il y a aussi plusieurs avantages de le faire. Fait que sans plus tarder, en termes de technologie, je vois 2 choses principales qui sont disponibles parce que d'emblée, je vous dis, je pense que la première chose à penser, c'est de décourager la conférence téléphonique, le téléphone. Si on veut garder la même richesse qu'on peut avoir face à face dans les groupes généralement, bien, je pense qu'on a besoin de se voir, un peu comme aujourd'hui. Donc, il y a 2 choses à départager, puis ça dépend aussi de votre organisation.
Par exemple, dans le réseau de la santé, il y avait la possibilité d'avoir des visioconférences, un système de fibre optique, par exemple, là, qui a pu être installé par TELUS. Ça ici, ben, c'est que ça peut être très intéressant. C'est des solutions qui sont relativement stables. À ce moment-là, les embûches que vous allez avoir quand c'est la visioconférence, évidemment, c'est de réserver les salles. Il y a aussi de vous assurer que chacun de vos participants va faire la même chose. Donc, il y a une certaine logistique à avoir de ce côté-là. Mais aussi, il y a peut-être à vérifier au préalable comment la visio fonctionne chez chacun de vos partenaires. Est-ce que ça va bien? Parce que, en blague, une des raisons aussi pourquoi je me suis découragé de l'utiliser, c'est que par certains moments, il y a des pannes qui proviennent du réseau de la santé, par exemple, en tant que tel, ou réseau de l'éducation, peu importe là, le réseau dans lequel il est. Donc, s'il y a trop de personnes sur la visio, s'il y a des problématiques, température, technique ou quoi que ce soit, bien, on peut avoir des bris de connexion. Puis comme nous, on se disait en blaguant, ça faisait, par exemple, pour ceux qui sont assez vieux, comme quand on écoutait les Sentinelles de l'air, puis que là, les personnes, on parle, et puis après ça, on a le son en différé. Ben, ça, c'est quelque chose qui est fatigant, là. Mais quand tout est bon, ça peut aller. Une des solutions, par exemple, que moi j'ai privilégiées, c'est évidemment les solutions Internet. Un peu comme aujourd'hui, ça peut. Puis l'idée ici, là, c'est vraiment le choix qui est important. Puis le choix, c'est de vérifier, ça va être quoi les conditions de mon groupe. Donc, je vous donne quelques exemples en vrac. Par exemple, avec Adobe Connect, ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut brancher un grand nombre de personnes, jusqu'à une quarantaine de connexions, ce qui n'est pas nécessairement intéressant pour le groupe de co-développement. Mais il y a un autre avantage, c'est que les gens peuvent se joindre aux rencontres sans faire aucune installation. Donc, là, j'arrive à une autre condition, c'est que dans certaines organisations, on n'a pas le contrôle sur notre ordinateur. Donc, si on a besoin d'installer je vais appeler ça un plugin, là, mais un logiciel, par exemple, dans notre furteur web pour pouvoir accéder à la conférence, il faut y penser d'avance. Mais Adobe Connect permet de contourner ce problème-là. Mais sinon, quand on n'a pas de problème en termes d'installation ou qu'on peut y penser d'avance, bien, il y a toutes sortes de solutions disponibles. Je vous en liste quelques-unes, que ce soit WebEx, Zoom, GoToMeetings, etc. Ils ont chacune leurs caractéristiques. Peut-être aussi que dans votre organisation, vous avez déjà un logiciel qui est payé, une licence qui est payée. Alors, ben, ça peut être intéressant de vérifier au préalable, ben, qu'est-ce qu'on a disponible. Fait que, par exemple, de notre côté, à l'UQAM, une des raisons pourquoi on est sur Zoom, c'est que l'UQAM nous fournissait Zoom. Fait que là, à ce moment-là, ben, on s'est adapté. Il y a d'autres aussi caractéristiques. Si, par exemple, c'est vous qui choisissez votre licence, ben, par exemple, WebEx, c'est très facile d'avoir des conférences en haute définition, mais on a un maximum, si je ne me trompe pas, de 6 caméras, tout dépendant des versions. Fait que, vous voyez, vous avez à vérifier, est-ce que je vais avoir à payer une licence? Combien de personnes vont se brancher à la fois? Est-ce que je vais devoir faire des installations au préalable de logiciels? Ça, c'est les choses principales à vous questionner quand vous allez faire le choix de votre technologie. Voilà de ce côté-là. Mais le choix de la technologie, c'est pas il y a une autre chose aussi à vérifier qui est extrêmement importante en lien avec la techno. Au-delà de choisir, ça va être quoi mon logiciel ou quoi que ce soit. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure là, avec les visioconférences. Je le dis à la blague, là, il ne faut jamais sous-estimer la potentielle piètre qualité des connexions. Si, par exemple, vous êtes à la maison, que vous avez votre connexion Internet régulière avec un 100 mégabits de bande passante, vous n'aurez pas de problème généralement. Vous allez pouvoir avoir votre rencontre en haute définition avec le son, tout va bien aller. Mais par exemple, dans le réseau public, ça m'est arrivé souvent d'arriver à des endroits où est-ce que, à la base, les personnes ont seulement accès à 3 mégabits de bande passante, 10 mégabits de bande passante. Fait que juste le simple fait d'être sur la rencontre de co-développement dans leur unité administrative va prendre tout le jus, si on veut, ou toute la bande passante là, de l'Internet. Fait qu'il faut prévoir à ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes sur le réseau dans le bureau? Est-ce que je suis capable d'avoir une ligne dédiée? Il faut aussi penser à faire des tests au préalable, à savoir, ben, est-ce que j'ai ce qu'il faut, dans le fond, en termes de connexion pour arriver
pour arriver à faire ma rencontre de co-développement. Quand on est dans le privé, quand on est à la maison, par exemple, c'est généralement pas tant un problème, mais à vérifier au préalable avec tous nos participants quand on se retrouve dans une organisation publique. Il y a toujours la possibilité aussi, ça je le sais qu'il faut quand même se garder un bémol là-dessus, mais ça m'est déjà arrivé aussi que certains participants se disaient « Moi, j'ai la possibilité de faire du télétravail. Donc, quand ça va être le moment de ma rencontre de co-développement, par exemple, je vais le faire dans une autre unité ou je vais le faire chez moi. Comme ça va être plus facile, plus convivial avec mon équipement. » Fait que, encore à vérifier, la connexion. Finalement, au-delà de la connexion physique, la connexion Internet, dernière petite chose, ça ici, je le dis à la blague, je ne sais pas parmi vous combien il y en a qui connaissent l'expression, mais si vous allez dans un magasin d'informatique pour faire réparer votre ordinateur puis que le technicien crie en arrière à ses collègues « On a un code 18 devant nous », c'est pas vraiment un compliment. Ça veut dire que le problème est à 18 pouces d'écran. Fait que je vous dis ça à la blague, c'est que quand on veut vraiment que nos rencontres de co-développement fonctionnent bien, ce qui est intéressant, puis selon moi, qui est impératif de faire, c'est de prendre le temps au préalable de faire un test de connexion avec chacun de nos participantes, puis au moins le faire une fois de A à Z. Fait que oui, ça peut prendre peut-être une demi-heure, 1 heure par personne, mais un coup que c'est fait, il y a toutes sortes d'embûches qu'on peut éviter. Je vous en donne quelques-unes. Ça peut être, par exemple, que la personne n'arrive pas à activer son micro ou sa webcam, ou carrément que la personne se rend compte qu'elle n'en a pas de webcam. C'est sûr que ce n'est pas à l'heure de la rencontre que c'est le temps de régler ces problèmes-là. Même chose pour les pilotes matériels. Oui, j'en ai une webcam, mais pas installée. Ah bon, ben OK, on va l'installer, puis on sera correct quand on aura notre rencontre dans une semaine. Il y a aussi parfois les logiciels demandent des permissions dans l'ordinateur où il faut installer, comme je vous disais tout à l'heure, un petit ajout dans notre furteur. Ben, si on n'a pas le contrôle pour faire ça, puis c'est absolument le service informatique qui doit le faire, ben, ça nous donne l'occasion de le demander au préalable aussi. Donc, ça nous permet d'accompagner la personne ou vraiment de s'assurer que tout est beau du côté matériel. Je vous donne aussi un dernier exemple. Il y a des personnes qui, avec leur micro et leur son, de la manière que leur setup est fait, il va y avoir énormément de, je vais le dire en bon français, de feedback. Donc, ça peut être de trouver qu'est-ce qui peut faire ce son-là, puis on s'assure là, que ça ne se reproduit pas pendant les rencontres. Finalement aussi, on peut voir avec les personnes, c'est quoi la procédure si jamais on perd notre connexion Internet. Donc, comment je me reconnecte rapidement? Par exemple, fermer toutes nos fenêtres de furteur, revenir dans notre lien de connexion. Bien, le fait de l'avoir fait précédemment, bien, ça nous évite bien du stress, puis de faire comme cette personne-là ici, coudonc, ça ne marche pas, moi je capote, je stresse, ça ne rend pas la rencontre de co-développement agréable. Donc, voilà de ce côté-là. Fait que si je résume en termes de technologie, il faut que vous choisissiez évidemment qu'est-ce que vous allez utiliser, vérifier que vos connexions sont suffisantes, puis ensuite, le test de connexion avec tout le monde, ça peut paraître un peu fastidieux, mais un coup qu'on le fait une fois, ben, ça nous permet d'avoir des rencontres super conviviales. Les règles du groupe, maintenant, je ne passerai pas longtemps là-dessus. C'est plutôt une question de mettre l'accent sur certains points. Quand, par exemple, là, Martine nous parlait tout à l'heure de faire un bon brise-glace, le brise-glace peut nous permettre aussi de mettre en jeu les règles ou plutôt les conditions qu'on va se mettre dans notre groupe. Donc, je trouve que c'est très important de parler, puis de le nommer carrément, de l'assiduité malgré la distance. C'est sûr que selon moi, c'est comme le principe d'anonymat sur Internet. C'est toujours plus facile d'annuler une rencontre quand on est bien, bien loin, quand on ne verra pas les gens. Donc, c'est vraiment de parler avec le groupe. Comment qu'on va s'organiser en termes d'assiduité? Comment on va s'organiser pour s'avertir si jamais on a un problème technique? Parce que ça peut toujours arriver. Là, aussi, 1 heure ou 2 avant la rencontre, il y a une panne de visioconférence ou j'ai pas d'Internet. Qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à cette solution-là? La plus importante, par exemple, je pense qu'il faut ouvrir le sujet aussi sur ne pas faire autre chose. Parce que quand on est devant notre ordinateur, surtout si on a le micro fermé, c'est toujours possible d'avoir une autre fenêtre ouverte, de répondre à ses courriels. Si on était autour de la table en co-développement et on voulait prendre notre 1h30, 2 heures de qualité,
ben ça revient au même si on le fait à distance. Comme là, moi, de la manière que je me perçois, je suis devant ma caméra, je suis devant vous, voyez mon visage, vous me voyez bouger. C'est tout comme être autour de la table. Fait que si, par exemple, j'étais comme ça, puis vous voyez clairement, vous m'entendez taper, c'est pas vraiment des bonnes conditions, puis je suis certain qu'on n'accepterait pas ça autour d'une table. Fait qu'il faut en parler. Dernière chose, puis je vais vous le dire à la blague aussi, je parlais tout à l'heure de la connexion, mais aussi, il y a toujours l'aspect du setup. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais s'assurer qu'on a une visibilité intéressante devant notre caméra, qu'on peut nous voir, par exemple, le corps au complet et pas le classique, juste le bout de notre tête. On a juste à regarder dans notre écran pour voir comment les gens nous voient. Ça peut être aussi tout simplement de penser à la luminosité. Parce que quand il n'y en a pas assez, ben on a l'air d'une créature des profondeurs comme ça. Fait qu'on se demande si on est en train de faire une rencontre avec justement un seigneur des enfers. Ou quand il y a trop de lumière, ben on a l'air d'un ange ou d'une personne illuminée. C'est pas mieux non plus. Fait que c'est sûr, là, faut pas capoter non plus, mais ça fait partie des conditions à mettre en place quand on fait des rencontres à distance. Puis moi, je le rappelle aussi, j'en avais un avec qui je faisais des réunions, ben, on l'appelait Yves, le Seigneur des Ténèbres. Lui, tout le temps, on voyait rien, mais au moins, on l'entendait, mais c'était pas une réunion aussi importante puis chargée émotionnellement que du co-développement. Fait qu'avoir aussi à ce moment-là. Là, j'en ai vu certains d'entre vous qui sont mis à ranger vos caméras puis votre luminosité pendant qu'on se parle. C'est pas bien grave, c'est un webinaire, là. Mais quand on est tout le monde autour de la table, ben, c'est le fun là, d'avoir un bon setup. Fait que tout ça pour vous dire, j'ai presque terminé, c'est que si vous avez vraiment bien passé à travers toutes les étapes que je vous disais, donc une connexion solide, un bon choix de technologie, vous avez fait des tests avec tout le monde, vous avez parlé des règles du jeu, ben, ce qui vous reste à faire, j'ai l'impression, c'est faites-vous confiance. Parce que ce que je vous disais ce matin, le but, c'était de vraiment répliquer un tour de table. Répliquer comme si on était ensemble. Je le sais que c'est pas tout à fait pareil. Ça n'a pas exactement la même chaleur. Mais quand on est vraiment bien seté sur le plan matériel, c'est presque comme si on était ensemble. T'sais, imaginez 6, 7, 8 visages sur votre écran, vous voyez tout le monde. Fait que s'il y a une blague, ça rit, on voit la réaction. Donc, pas tant différent. Pour aider à s'adapter, il y a deux choses ici que je tiens à vous mentionner. Un de nos étudiants dans le projet, Jérémy Lapierre, a fait des présentations récemment en lien avec les objectifs. Donc, comme animateur, animatrice, c'est quoi à chacune des étapes que je suis en train de vivre dans le co-développement? C'est quoi que je veux réaliser? C'est quoi mon objectif derrière cette étape-là? Fait que ça, cet état d'esprit-là est aussi bon en présence qu'à distance. Mais si on est intimidé par le virtuel, ben on peut se rattacher sur qu'est-ce que je dois faire pendant cette étape-là. Donc, par exemple, à l'étape 3, je dois m'assurer que le client se sent réellement écouté, se sent compris, je dois m'assurer de la compréhension partagée. Ben, à ce moment-là, je pense peut-être un peu moins là, à mon technologique si ça me stresse. D'ailleurs, à cet effet, les travaux en lien avec les objectifs, je vais produire dans les prochaines semaines un document en lien avec les travaux de Jérémy. Je vais pouvoir lui montrer aussi, mais ça va être un outil qu'on va pouvoir vous envoyer là, sur la centration sur les objectifs. Puis pour terminer, il y a aussi l'adaptation aux perturbations. C'est sûr qu'une connexion qui décroche, c'est fatigant, mais ça peut arriver. Il faut juste se laisser de l'indulgence de ce côté-là. Puis si on a bien fait nos tests de connexion précédemment, ben normalement, nos participants vont se reconnecter super rapidement. Un autre truc aussi qu'on a discuté, Nathalie Sabourin nous en parlait justement, il y en a parmi nous on est déconcentré quand on voit notre propre visage à l'écran. On n'est pas habitué de ça. Moi, par exemple, je fais partie de ceux que j'aime ça, parce que ça me permet de m'assurer que les gens me voient bien, que je ne suis pas une créature de la noirceur et compagnie. Mais si ça dérange, ben, je fais toujours rappeler que il y a des options sur nos logiciels pour couper, par exemple, notre caméra. Les autres nous voient, mais nous-mêmes, on ne se voit pas. Fait que, tout ça pour dire que c'est intéressant de rester sensible à qu'est-ce qui peut nous perturber en lien avec la technologie, puis chercher une manière de le régler, ou tout simplement, on va s'adapter là aussi au fur et à mesure. Ça fait le tour pour les conditions de succès.
Donc, faites-vous confiance pour animer. Puis, pour être capable de se faire confiance, il faut avoir fait un peu de travail au préalable. Au final, les avantages, on peut rendre nos rencontres super interactives en lien avec les plateformes de collaboration. Il y a moyen, par exemple, de faire des sondages interactifs. Fait que ça peut être un quiz sur ça va être quoi notre prochaine date. Ça peut être notre questionnaire de satisfaction qu'on veut présenter à la fin. Mais on peut tout déjà le programmer. Fait que c'est trippant. Ça permet aux gens de cliquer en temps réel. Ça donne de l'interaction. Il y a aussi tout l'aspect des vidéos puis les présentations pour les capsules théoriques. Si on prépare ça dans notre logiciel au préalable, c'est convivial. Ça nous permet de pouvoir faire ce genre d'activité-là, même si on est à distance. Pas besoin de passer du papier à tout le monde. Parce que de toute manière aussi, il y a des dépôts de documents. Quelqu'un qui dit « j'ai oublié mes fiches réflexives, je m'en suis pas fait imprimer », ben tiens, on ouvre une fenêtre puis télécharge-la ta fiche réflexive, c'est fait. Fait que même si c'est intimidant côté technologique, il y a des côtés positifs aussi. Ça nous permet de se rencontrer avec la distance, ça nous permet d'avoir aussi, comme je vous disais, toutes les petites conditions comme je viens de présenter là. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas prendre plus de temps pour qu'il reste du temps pour la période de questions, mais si vous avez des questions maintenant, gênez-vous pas, mais aussi par la suite, parce que chacune des étapes-là aussi peut être fastidieuse, surtout si on ne sait pas où on s'en va. Fait que, merci tout le monde pour votre attention. Merci Maxime pour cette présentation fort pertinente. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, je vous invite soit à écrire vos questions dans le chat ou bien de nous les dire en direct. Donc, il faut activer votre micro à ce moment-là parce qu'on ne vous entendra pas. Pour avoir accès au chat, vous avez une petite bulle en bas de l'écran, à peu près au centre, qui est écrit « Converser ». Donc, c'est une petite bulle avec 3 petits picots à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur la petite bulle et vous pouvez avoir accès aux conversations écrites. Donc, on avait déjà une question. On va commencer. Je vais débuter avec une question qui est là depuis un bon bout de temps, là, de la part de Jean-Christophe Durand. Est-ce possible d'obtenir des exemples de brise-glace qui ont été porteurs? Donc, j'imagine que cette question devait s'adresser à Martine. Donc, oui, bien sûr. En réalité, il y a un brise-glace que j'aime bien. Moi, c'est la traversée. Alors, on est vraiment sur un même point dans notre local. Et puis, moi, je décide de différentes questions. En réalité, vers où je veux amener mon groupe. Fait que là-dedans, il peut y avoir des questions « As-tu déjeuné le matin » pour faire un peu drôle puis léger. Mais bon, il peut y avoir des questions en ce qui a trait au soutien, si je veux développer plus le soutien de mon groupe. Et quand à ma question, je leur dis « Bon, par exemple, as-tu déjeuné ce matin? » Là, c'est celle qui me vient pour faire léger. Si les gens, c'est oui, à ce moment-là, ils traversent la pièce jusqu'à un autre point, un point opposé, là. Puis là, on peut voir en réalité les gens qui traversent, ceux qui ne traversent pas, où se situe le groupe, et sans que les gens parlent. Donc, puis là, on peut avoir vraiment plusieurs questions. Moi, ce brise-glace-là, je l'aime bien. J'ai aussi fait un brise-glace qui me vient au niveau du soutien. Alors, c'est quoi pour vous le soutien? Alors, les gens, en réalité, peuvent dire différents énoncés, et puis par la suite, moi, j'en ai fait un outil, et puis je le redistribue à d'autres groupes. Alors ça peut être un exemple qui est un peu plus didactique. Un brise-glace en première rencontre, c'est souvent de se présenter. On met les gens 2 par 2, on leur pose 3 questions. Alors ça peut être un autre exemple là, qui me vient comme ça. Mais en réalité, des fois, je pars d'un canevas de brise-glace et puis je le réinvente aussi. Alors, donc, c'est un peu les idées là, qui me viennent pour le moment. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, moi j'aurais une question. Oui, j'aurais une question pour Maxime par rapport à un petit peu le processus de vivre l'expérience en ligne, interactive, mais en ligne. Au-delà des conditions gagnantes qu'il faut prévoir à l'avance, est-ce que tu aurais des conseils pour, dans l'optique d'animation, comment l'animation est quand même très différente? Ça représente un nouveau défi, un nouvel enjeu. Puis comment tu vois ce nouvel enjeu-là pour l'animateur? C'est quoi les trucs qui sont à prioriser puis à ne pas oublier dans sa rencontre qui n'est plus vraiment en présence? Mais ça dépend de la manière d'animer que la personne a déjà. Personnellement,
je vois plus ou moins de différence au-delà de la proximité parce que, comme je vous disais, quand on s'organise vraiment à faire le setup puis on voit réellement les personnes, on voit leurs réactions, etc., ça règle déjà un problème. La condition, moi, qui était la plus importante, c'était vraiment les tours de parole. Parce que de toute manière, ben là, à la limite, je ne sais pas si je suis trop facho ou quoi que ce soit, mais même en présence, je le dis dans les règles de fonctionnement, est-ce que, euh, est-ce que ça va à tout le monde si j'accorde des droits de parole puis les accorder? Tu sais, c'est sûr, les gens, souvent autour de la table, c'est ça jette un coup d'œil puis tu fais juste un petit geste. Fait que, dans le fond, tu as raison de poser la question, Pierre-Antoine. Quand on est autour de la table, accorder les droits de parole, ça peut être un petit signe, ça peut être un OK, fait que c'est plus simple de ce côté-là. Donc, si on ne veut pas s'embarquer par-dessus quoi que ce soit, ben, de tout simplement trouver une manière de demander la parole. Par exemple, à Adobe Connect, il y a une solution vraiment intéressante, c'est que tu as un piton pour lever la main, puis ça fait qu'à côté de ton visage, il y a un petit bonhomme qui lève la main. Fait que comme animateur, ben, je vois qui a levé la main en premier. Puis là, ben, ça me permet d'accorder la parole. Mais tu sais, sinon, on peut faire un signe comme ça, puis par la suite, ben, on y va un par un. C'est peut-être la condition principale que je trouve qui a été différent pour moi parce que les gens le savent qu'ils sont à distance, puis ça va assez bien de ce côté-là, généralement. Donc, d'en parler vraiment, de mettre les règles encore plus claires par rapport au tour de parole, ça peut vraiment aider. Oui, puis je le rappelais à chaque séance, ben, rappelez-vous pour les droits de parole, ben, faites-moi un signe ou écrivez quelque chose dans le chat ou levez le petit bonhomme parce que les logiciels ne sont pas tous pareils. Là. Fait qu'il faut juste vérifier au préalable euh, comment notre logiciel fonctionne. Ça me permet juste de donner un autre point à tout le monde. Je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure dans la technologie, mais maîtrisez votre logiciel. Si vous voulez être capable de le montrer aux autres, ben, c'est un peu à vous de trouver en premier ben, comment je vais lever la main, comment je vais utiliser le chat. Puis, vous n'avez pas besoin de 56 000 configurations. Là. Juste de s'assurer que les micros, les caméras fonctionnent, comment qu'on peut se communiquer si jamais il y a un problème vidéo ou quoi que ce soit, et puis comment on peut, par exemple, demander des droits de parole. C'est sûr que s'il y a d'autres choses qui vous viennent, ben, vous le partagez au groupe tout simplement. Merci. Merci, Maxime et Pierre-Antoine. On a une autre question dans le chat. Je crois que c'est Sandra Chantal Grégoire qui a une question pour les limites de la question de la confidentialité. Donc, Sandra Chantal, si tu pouvais peut-être préciser ta Oui, bonjour. Bonjour. C'est une préoccupation que l'on a en Outaouais à la préparation de la mise en place de nos groupes, parce que ce n'est pas encore fait. Et oui, on adhère à la confidentialité du groupe, mais le souci, lorsqu'on entendra ou lorsque les animateurs entendent des situations qui peuvent mettre à risque soit par l'intervention de l'intervenant ou encore même un usager. On a dans notre cadre de référence les limites qui relient la supervision en indiquant clairement avec nos supervisés que advenant le cas où il y a un préjudice potentiel, qu'on devra informer le gestionnaire. Donc, je me demandais si on n'est pas sage ou on attend que le problème arrive en indiquant ou en discutant de ces réalités potentielles-là qui peuvent surgir. Mm-hmm. Est-ce que, René, tu avais quelque chose, c'est toi qui as abordé le sujet de la confidentialité, est-ce que tu avais quelque chose à répondre à Sandra Chantal? Là, j'ai vu que Maxime aussi avait levé la main. En fait, je comprends que là, c'est un problème de confidentialité, pas dans le rapport à faire à la direction, mais un problème de confidentialité à l'intérieur du groupe. Est-ce que c'est ça? En fait, je fais le lien advenant le cas où, durant une séance, on soit préoccupé ou inquiet en lien avec une bonne pratique, voire être inquiet. C'est un sujet large, mais puisqu'on met en place des co-développements, lorsqu'arrivera une situation potentiellement à risque, est-ce qu'on le prévoit dans nos règles de fonctionnement qu'il y aura une intervention individuelle avec l'intervenant, parce que beaucoup de choses se passent en groupe, mais je suis préoccupée comment on va gérer ces situations-là. Maxime a levé la main. Peut-être qu'il y avait un élément de réponse? Oui, ben c'est
c'est quelque chose qu'on a discuté déjà à votre organisation quand on avait fait, entre autres, là, les rencontres là, avec vos directions. Puis je pense que ça vaut la peine d'être remis sur la table. Il faut, au départ, selon moi, penser à est-ce que le co-développement est le bon médium pour la situation qui est apportée. Juste pour mettre en place là, une des conditions, c'est que en termes de supervision clinique, par exemple, on a plusieurs fonctions dans la supervision, dont la fonction de soutien, la fonction formative, mais aussi il y a la fonction normative, où est-ce qu'un superviseur a certains pouvoirs là, pour discuter avec son supervisé, que ce soit de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, d'apporter des sanctions s'il faut, etc. Donc, là où je veux m'en venir, c'est que avec le co-développement professionnel, c'est de sensibiliser les animateurs, animatrices à bien faire l'étape 0. Parce que si un client veut amener une situation qui est potentiellement dangereuse sur le plan de la confidentialité en lien avec un usager, par exemple, est-ce que c'est réellement la bonne situation à amener? Si c'est le cas, si quand même c'est la bonne situation à amener, je rappelle aussi que dans l'étape 0, il y a tous les aspects de la confidentialité à vérifier. Donc, comment on va faire attention à cette situation-là pour préserver la confidentialité, pas nommer personne? Est-ce qu'au groupe, on doit amener des préoccupations en lien avec la confidentialité? Donc, par exemple, ramasser les papiers qui vont être utilisés pour la séance et j'en passe. Mais moi, personnellement, pour avoir été dans les réseaux, je suis plus sensible à rester prudent. Faire attention aux situations qui sont amenées, surtout quand il y a ça attrait aux usagers, puis qui pourraient être facilement reconnaissables. Mais tu sais, si on a une équipe, puis tout le monde est sous le couvert de la même confidentialité, c'est moins grave. Et puis pour finir, ben, faire vraiment attention à ce qui est clinique en lien avec le co-développement. C'est peut-être pas la place c'est pas une rencontre clinique nécessairement, une rencontre de co-développement. Fait que, donc, comme accompagnateur, ça, je le rappelle constamment à mes animateurs, animatrices. Faites attention à ce que vous choisissez. Et puis, de bien ajuster l'objectif du groupe au départ, ben, ça peut nous aider de tomber dans ces écueils-là. Je ne sais pas si ça l'aide là, pour la question, mais il y a un travail à faire avant les rencontres pour s'aider à ce que ça n'arrive pas. Puis si jamais ça arrivait, moi, ça ne m'est pas encore arrivé d'être obligé de faire ça, mais couper une situation parce que là, non, là, tu sais, on a vraiment un problème de confidentialité, ben, en faisant bien l'étape 0, ça ne m'est pas arrivé à la date. Est-ce que ça répondait à ta question, Sandra Chantal? Oui, ça va. Ça va. Parfait. On a une prochaine question ici de Liliane Amel. Est-ce qu'il y a des brise-glaces spécifiques pour les rencontres virtuelles? En fait, moi, je peux déjà apporter un élément de réponse là-dessus. Sur notre site web, codevaction.com, on a mis un lien vers un site web où il propose des activités brise-glace virtuelles. Donc, spécifiquement pour le virtuel. Ça en est un. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ajoutera pas plus tard. Si jamais il y a des participants d'entre vous qui trouvent d'autres sites web ou d'autres idées, vous pouvez nous les transmettre et on va les partager. Donc, c'est déjà une ressource là, qu'on a mise sur le site web. J'imagine, Martine, toi, tu ne fais pas de développement virtuel, donc... En réalité, tous les brise-glaces qu'Amel n'a pas bougé, là, c'est ce que je comprends. Ouais. Ben, j'en ai un autre, parce que j'en ai tellement fait, des fois, elle brûle pour point comme ça, mais il y en a un qui m'est venu pour la différence, parce que moi, je voulais vraiment amener le groupe à accepter les façons de voir différentes, puis à encourager aussi que chacun expose des idées différentes, parce que quand les idées sont toutes pareilles, ben, c'est un peu moins intéressant. Alors, un brise-glace, c'était que j'avais pris des citations, tout simplement, des citations qui parlaient de la différence. Je l'avais fait lire aux gens, puis là, les gens parlaient de leur citation préférée, pourquoi ils choisissaient ça. Puis par la suite, je dis, « ben, qu'est-ce que vous trouvez qui ressort de ces citations-là? » Puis là, ben, ils ont vu que c'était la différence. Et en réalité, ben, si vous voulez, aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus dans notre co-développement. On va expérimenter ça. Alors, c'était comme une façon de mettre la table, puis aujourd'hui, on essaye de pratiquer cette compétence-là, d'amener des idées différentes. Fait que ça, c'est une idée qui me vient, là, mais en réalité, on peut le faire pour d'autres sujets avec des citations comme ça. Donc, n'importe quel brise-glace, c'est ça qui ne demande pas de déplacement dans la pièce ou ça peut être réalisé en ligne quand même, là. Est-ce que ça répondait bien à ta question?
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore, je vous dirais, une dizaine de minutes, là, donc on peut prendre quelques questions. Donc, Maxime, pour le virtuel, j'ai une autre idée. Très rapidement, il y a un outil qu'on peut utiliser. On l'avait utilisé dans nos rencontres d'accompagnateurs aussi. Si tu me permets, je vais faire un partage d'écran rapide, Marie-Josée. Il y a beaucoup de logiciels qui ont aussi des tableaux blancs qu'on appelle. Donc, quand on veut que les gens, parce que par exemple, dans les brise-glaces, des fois, on utilise des post-it qu'on va porter au mur ou quoi que ce soit. Ben, le tableau blanc, tu sais, nous permet que chacun peut écrire quelque chose, peut aussi utiliser son clavier, évidemment, pour écrire, faire des dessins. Donc, chaque personne peut amener à l'écran un apport. Donc, quand je vous disais que les plateformes collaboratives ont toutes sortes d'avantages en termes de dynamisme, ben moi, j'essaie toujours de réfléchir. Là, je le ferai autour d'une table, je le ferai comme ça. Maintenant, est-ce qu'avec ma plateforme, j'ai l'outil pour faire la même chose? Parce que clairement, comme Martine disait, ça va être tough en mot-à-dit de traverser une pièce, là. Fait que celle-là, ben ouais, peut-être moins facile. Mais il y a sûrement un outil qui nous permet d'arriver à quelque chose de le fun puis d'interactif. Fait que n'oubliez pas, ça peut peut-être vous aider aussi quand je vous parlais de choix. J'ai accès à quoi dans ma plateforme? J'ai-tu juste le vidéo ou ben j'ai un tableau blanc, j'ai les petits bonhommes qui courent. Fait que oui, je pourrais traverser une pièce, tu sais, je sais pas là, mais voilà. Puis, il y a l'idée qui me vient aussi que, entre autres avec Zoom, ce qu'on peut faire, c'est de séparer les gens en petits sous-groupes. Donc, si on veut qu'ils se parlent entre eux, je ne sais pas, là, dépendamment de si ça se prête à l'activité, mais il y a possibilité de faire ça aussi. Et nous, en tant qu'animateurs, de se promener dans les petits groupes. Donc, les accompagnateurs qui sont présents aujourd'hui l'ont expérimenté là, dans une séance d'accompagnement avec Nathalie Sabourin. C'est des choses qu'on peut faire aussi là, avec le virtuel. Là. Donc, parfait, merci. Puis, il y avait une question de Sandra Chantal. Est-ce qu'un brise-glace devrait être réalisé à chacune des séances? Moi, j'en fais à chaque séance. Ouais. Puis les gens, même, ont hâte au brise-glace. C'est comme il y a même des gens à la fin qui disaient qu'ils adoraient les brise-glaces. Alors, oui, c'est important. Je trouve que c'est important. Je pense pour briser le rythme aussi, là, on arrive souvent déjà, on est sur le même rythme rapide sur lequel on travaille tout le temps, mais le co-développement, ça sert à se déposer aussi, là, donc ça permet peut-être de briser ce rythme-là, le brise-glace. Là, donc, oui. Oui, ben bon, on a Nathalie qui est à côté ici qui nous donne des cues. Je suis une souffleur. Oui, elle me souffle à l'oreille on pourrait appeler ça un brise-rythme aussi au lieu d'un brise-glace. Donc, voilà. Puis Maxime qui dit dans le chat que ça dépend de votre style de groupe aussi, mais pourquoi pas le faire si ça se pratique. Il y a aussi les capsules théoriques qui peuvent être des super bons brise-glaces. Si, par exemple, tout à l'heure, Martine a dit on va travailler sur la différence, ben, il y a certains groupes qui préfèrent le faire avec une petite présentation sur la différence. Puis même Nathalie Sabourin nous disait aussi, quand on faisait nos propres capsules, ben, ça peut être un membre du groupe qui amène la capsule. C'est pas obligé d'être toujours l'animateur. Fait que ça permet de changer, de changer la donne, puis de faire une activité le fun que tout le monde a envie de faire. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça faisait le tour. Donc, parfait. Bien, c'est super. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vraiment, merci de votre participation. On espère que ça vous aide un petit peu à implanter vos groupes, à réfléchir à vos groupes. Puis, pour ceux et celles qui ont à faire du virtuel, bien, ça vous sécurise sûrement d'avoir entendu les trucs de Maxime. Donc, évidemment, ce webinaire-là est enregistré, donc vous allez pouvoir le retrouver sur le site web. On vous invite à le consulter. Le site est en constante évolution aussi, donc on vous invite à le consulter souvent. On vous fait part des nouveautés du site dans l'infolettre. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a de nouveau sans tout le temps aller voir, bien, lisez l'infolettre, vous allez savoir ce qui se passe de nouveau. Puis, on ajoute tout le temps des outils.
Puis on vous invite aussi vraiment, si vous avez des outils à partager, des idées de brise-glace par exemple, ou tout autre outil, nous, on cite évidemment la personne qui nous l'a partagé, puis on l'ajoute sur le site. Donc, ça peut permettre à tout le monde d'en profiter, puis de co-construire cette belle communauté qui est autour de cette recherche. Donc, oui, puis si vous avez des suggestions à nous faire par rapport au site web, aux outils, mais aussi à tout autre besoin que vous avez, on est là aussi. Donc, vous m'écrivez un courriel. Je pense que tout le monde a mes coordonnées. Sinon, allez sur le site. Vous pouvez laisser un commentaire sur le site web. Donc, un courriel, c'est moi qui vais le recevoir. Puis, on répond à toutes les demandes dès que vous nous les envoyez. Là. Des fois, ça peut prendre 1 à 2 semaines, mais on y répond. Donc, voilà. Donc, je terminerai ce webinaire de cette façon. Puis, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Et je tiens encore à remercier tout le monde d'avoir participé, mais surtout les 3 personnes qui nous ont présenté aujourd'hui leur sujet. Voilà. Donc, je vous dis au revoir.